Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire, et pour ce mois d'octobre, on enchaîne avec une nouvelle thématique. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu ce nouveau format thématique que j'ai mis en place depuis la rentrée, et franchement c'est top. Après il faut dire que la thématique de septembre, c'était les maréchaux d'Empire, donc forcément ça a de la gueule. Là, pour ce mois d'octobre, on va parler des grandes femmes d'État. Maintenant reste à savoir si ça vous plaira toujours autant, et si c'est pas le cas, de toute façon c'est que vous êtes sûrement sexiste, c'est simple. Moi ça me va parce que ça me permet en plus de remplir le quota parité de La Petite Histoire qui, on va pas se mentir, en 5 ans n'est pas vraiment paritaire. Et en plus, autre chose que je tenais à rajouter, quand j'ai préparé cette thématique sur les grandes femmes d'État, force est de constater qu'on n'en trouve que sous la monarchie. Oh, comme c'est bizarre. Tiens, la République émancipatrice aurait-elle merdé quelque part? Alors pour débuter cette thématique sur les grandes femmes d'État, on va un peu faire plaisir aux régionalistes, ou pas d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué que ça, en parlant d'Anne de Bretagne. Comme ça me permet de satisfaire une autre part d'audience, celle des régionalistes, pour lesquels j'ai une affection plutôt ambigu. Ouais, j'ai beaucoup de gens à satisfaire, c'est comme ça. Bref, Anne de Bretagne qui présente la particularité d'avoir été à la fois duchesse de Bretagne, mais aussi et surtout 2 fois reine de France. Elle sera d'ailleurs tiraillée entre ces deux entités, disons, et c'est d'autant plus intéressant que cette période marque la fin de l'indépendance bretonne. Quoi qu'il en soit, ce fut une grande femme d'État, et on va voir ça maintenant. Anne de Bretagne, c'est la fille du duc de Bretagne, François II, et de la princesse de Navarre, Marguerite de Foix. Elle est née en 1477 dans le magnifique château des ducs de Bretagne à Nantes. C'est là qu'elle grandit, une enfance de princesse avec une éducation soignée, et très vite elle se retrouve en tant que fille unique du duc au centre de toutes les préoccupations diplomatiques et matrimoniales. Pour la survie du duché de Bretagne, menacé par l'expansion du puissant voisin français, on la promet en mariage dès son plus jeune âge à tout un tas de prince. Genre, à 4 ans, elle est déjà maquée avec l'héritier de la couronne d'Angleterre. Non seulement c'est bizarre, mais en plus, avec un anglais, ça ajoute un côté encore plus dégueulasse, vous voyez. Rien que le fait d'avoir écrit ça, j'ai dû aller me laver les mains. Ensuite, elle est promise à d'autres en fonction des alliances et des intérêts du duché qui cherche à garder son indépendance et est très convoitée par toutes les puissances d'Europe. Finalement, le duché finit par être ruiné, affaibli par cette politique, infesté d'espions français même, et en 1488, les troupes bretonnes subissent une lourde défaite face à celle du roi de France à la bataille de Saint-Aubin du Cormier. On en avait déjà parlé dans La Petite Histoire. S'ensuit le traité du Verger, au sein duquel il est noté qu'Anne, la seule héritière, donc ne peut se marier sans l'accord préalable du roi de France. Quelques semaines plus tard seulement, François II meurt des suites d'une chute de cheval, ça c'est con, et Anne se retrouve donc duchesse de Bretagne à l'âge de 11 ans. Sauf que, poussée par les seigneurs bretons qui craignent plus que tout l'appétit et la proximité du royaume de France, on l'a fait épouser par procuration Maximilien Ier de Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Bon, c'est un bon parti, je dis pas, mais pour la France, ça va pas du tout ça. Non seulement on nous encercle, mais en plus, c'était pas du tout censé se passer comme ça d'après le traité. Les Bretons, vous êtes bien gentils, mais au bout d'un moment, stop. Du coup, la guerre reprend, les Français prennent Nantes, puis assiègent Rennes, et Anne doit céder. Elle finit par épouser le roi de France, Charles VIII, puis elle est couronnée reine de France le 8 février 1492. Bon, Charles VIII était en soi déjà marié à une fillette de 3 ans, mais bon, il n'a eu aucun mal à annuler ce mariage. Ouais, je vous ai dit qu'il y avait des trucs dégueulasses dans cet épisode. La voilà donc passée de duchesse à reine de France, ce qui est déjà pas mal, quoi qu'en pensent les Bretons, mais c'est pas fini. Déjà, le traité conclu est très défavorable au duché de Bretagne, puisque l'objectif était avant tout pour la France d'enclencher le rattachement. Et puis dans un premier temps, ça va pas se passer de la meilleure des manières. Anne donne au roi plusieurs enfants qui meurent tous en bas âge, et en 1498, c'est Charles VIII lui-même qui finit par mourir des suites d'un accident. Cet accident, vous le connaissez peut-être, il a lieu à Ambroise et le roi meurt après s'être cogné violemment la tête dans le linteau d'une porte basse. Voilà, c'est typiquement ce qu'on pourrait qualifier de mort de merde. Elle se retrouve donc veuve à 21 ans et redevient pleinement duchesse. Mais à l'automne de la même année, elle est, comme le prévoyait le traité,
remariée au nouveau roi de France, Louis XII. Sauf que cette fois, elle va négocier bien mieux les conditions de ce mariage avec pour intention de faire en sorte que le duché de Bretagne, son cher duché, conserve plus d'autonomie que dans l'accord précédent. C'est là qu'elle se révèle en femme d'État justement, puisqu'elle négocie sévèrement ce remariage. Et avant cela, alors qu'elle était retournée en Bretagne après la mort de Charles VIII, elle s'est comportée en véritable duchesse. Elle a repris en main l'administration, elle a même fait frapper une monnaie à son effigie. Ainsi, lorsqu'elle se remarie avec le roi de France, cette fois, elle s'assure que les droits du duché seront respectés, que leur deuxième enfant aurait tous les droits sur celui-ci et qu'il conserve une certaine indépendance. Bon, au final, ils n'auront que 2 filles et le traité ne sera pas respecté puisque la Bretagne rentrera pleinement dans le giron capétien et sera définitivement annexée en août 1532, près de 20 ans après la mort d'Anne. Le giron capétien, moi je trouve ça trop stylé comme terme. Et puis l'annexion, c'est les députés bretons eux-mêmes qui l'ont demandé, donc ça va. Car Anne meurt le 9 janvier 1514 après avoir passé son règne non seulement à assumer pleinement son rôle de reine de France, mais aussi à défendre ardemment les intérêts du duché de Bretagne. C'est pour toutes ces raisons qu'elle aura été une grande femme d'État et surtout, c'est quand même pas rien, à la fois duchesse de Bretagne et 2 fois reine de France. Elle repose aujourd'hui en la basilique Saint-Denis aux côtés de Louis XII, mais son cœur, quant à lui, se trouve dans un reliquaire de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Je trouve que c'est assez symbolique et que ça résume bien ce que fut la vie de cette grande dame, la plus bretonne des reines de France. Merci de votre attention, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette thématique avec un épisode assez original, je dois le dire, sur l'impératrice Eugénie. À mardi.